Dans ce chapitre, la légende de Shaki continue. Dans ce chapitre, la légende d'Harald continue. Dans ce chapitre, la mission diplomatique d'Harald continue. Et à la fin de ce chapitre, on a une putain de révélation. Donc sans plus tarder, lançons-nous dans l'analyse, lançons-nous dans le décortiquage de ce chapitre 1157 de One Piece. Chapitre qui s'intitule un bar légendaire. Mais pourquoi le bar était-il légendaire? Je vous pose la question. Pourquoi ce bar était-il légendaire? Ce bar est légendaire comme l'épopée des Lakers entre 2000 et 2002. Pourquoi? Parce qu'il est porté par Shaquille O'Neal. Le chapitre commence avec l'équipage des Rocks qui conduit un raid sur une île qui s'appelle le Temple fédéral de la bienfaisance internationale. C'est censé être une organisation caritative qui collecte en fait des fonds et qui utilise ces fonds pour aider les démunis. Sauf que évidemment, les fonds ne sont pas utilisés pour aider les démunis, hein? Voilà, on s'en doutait bien. Et je me demande si dans le monde dans lequel on vit, il n'y a pas des organisations comme ça, hein? Je me demande bien s'il n'y a pas des organisations dans le monde dans lequel on vit qui utilisent la philanthropie comme façade et puis qui par derrière prennent les fonds pour aller s'acheter des belles villas à Los Angeles dans d'autres grandes villes du monde. Suivez mon regard. On voit l'équipage des Rocks en action et on se rend compte qu'il n'y a aucune cohésion entre les membres de cet équipage. Ils ne fonctionnent pas du tout comme une équipe, ils ne fonctionnent pas du tout comme une unité et chacun en a un peu rien à foutre de la vie de l'autre. Ils sont même prêts à aller jusqu'à tuer d'autres membres de l'équipage si ça signifie par exemple que le butin sera plus gros. On le voit lorsqu'une partie de l'équipage qui est comprise de Newgate, Kaido et Silver Axe sont bloqués dans le sous-sol. Ils sont bloqués au sous-sol et ils demandent qu'on les aide à remonter. Et au lieu de les aider, Shiki leur lance une bombe à la gueule. Bon, heureusement que Barbe Blanche et Kaido ne sont pas du genre à mourir d'une bombe. On a bien vu que à Marineford à 90 ans, Barbe Blanche s'est pris un putain de coup de poing magma par Akainu et il est resté debout comme si de rien n'était. Pareil avec Kaido. On parle d'un gars qui a essayé de se suicider en sautant du sommet d'une montagne. Et quand il a atterri, il n'avait pas la moindre égratignure. Donc clairement, c'est pas une bombe qui va les tuer. Mais ça nous montre quand même le niveau de mésentente et de chaos qu'il y avait à l'intérieur de cet équipage. Et on voit bien que si ce n'était pas à cause des individualités phénoménales qu'il y avait dans cette équipe, elle aurait été très facile à battre. Le problème, c'est qu'une équipe qui est faite de telles individualités n'a même pas besoin de cohésion en fait. En fait, l'équipage des Rocks, c'est l'équipe du Brésil. Quand tu as Ronaldinho, Ronaldo, Cafu, Rivaldo, etc. dans ton équipe, des Roberto Carlos, des Kaka et j'en passe, tu n'as pas besoin de cohésion en fait. Le collectif dégouline tellement de talent que même s'il n'y a aucune cohésion entre eux, ils sont imbattables. Et le fait qu'il n'y ait aucune cohésion et aucun esprit de camaraderie entre les membres de cet équipage, en fait, ça les rend même encore plus dangereux. Ça les rend encore plus dangereux parce que ça signifie qu'à n'importe quel moment, chacun d'eux peut utiliser sa technique, son move le plus puissant, sans se soucier de ce qui va arriver aux autres. Ils peuvent aller à pleine puissance sans se retenir. Non seulement parce que tout le monde est fort, donc tout le monde peut survivre, mais en plus parce que je m'en fous de la vie des autres en fait. Si je suis Barbe Blanche et que je veux utiliser mon pouvoir, je peux l'utiliser. Si je suis Madara et que je veux lancer un météore, je peux le lancer en fait. Donc ça les rend encore plus dangereux que s'ils étaient unis. Évidemment, lorsque Barbe Blanche, Hache d'Argent et Kaido sortent des débris, ils se demandent qui leur a balancé une bombe à la figure. Et quand ils se rendent compte que c'est Shiki qui l'a fait, ils essaient de le démonter. Mais avant qu'ils ne puissent commencer leur petite guéguerre, la marine est là. Après, je ne sais pas si c'était un Buster Call ou si c'était juste une unité de la marine, mais de toute façon, ça n'aurait rien changé. Parce qu'on sait que Rox, quand il était tout seul, il a réussi à tuer un amiral. Donc si Rox tout seul a réussi à tuer un amiral, imagine-toi maintenant qu'il est allié avec Kaido, il est allié avec Barbe Blanche, il est allié avec Big Mom, il est allié avec Shiki et tous les autres. À ce stade, la marine pour eux, c'est une équipe de division d'honneur, frère. C'est comme si tu demandes au Brésil 2002 de jouer contre l'équipe de 2-0 de ton quartier, mon frère. Il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Donc on nous raconte ensuite l'épopée des Rocks. Hein. X nombre de raids conduits, X nombre de bateaux coulés, X nombre de ports détruits. Un pays qui a été complètement rayé de la carte. C'est effrayant ça. Et on nous précise bien que même si à cette époque-là, Goldie Roger sévissait déjà, parcourait déjà les rues de France et de Navarre, cette ère était bel et bien l'ère de Rox. Oh là là, encore une balle perdue pour notre roi. Franchement, depuis quelques chapitres, je ne sais pas pourquoi Oda s'acharne sur Roger, frère. Dès qu'il a l'occasion de nettoyer ses semelles sur Roger, il le fait. Parce que pourquoi tu ajoutes ça? Pourquoi tu ne nous dis pas simplement que à cette époque-là, Rox c'était l'homme. Rox c'était l'homme qui dominait les mers. Rox était l'homme qui marquait 40 points
10 rebonds et 10 passes par match. Il était imbattable, il était injouable. Pourquoi tu dois venir nous dire que oui, même si Roger était déjà là, il y avait quelqu'un qui était plus fort que Roger? Pourquoi? Non, parle-nous de Rox. Pourquoi tu veux maintenant venir humilier Roger? On sait que Rox est fort, gars. Tu n'as pas besoin d'abaisser un pour élever l'autre. Oda, il faut arrêter ça, il faut arrêter ça. Il faut arrêter les comparaisons, il faut arrêter de comparer. Il faut apprécier tout le monde à sa juste valeur. En tout cas, bref, on bouge ensuite sur Harald qui continue sa mission diplomatique. Voilà, on sait que Harald parcourt le monde, n'est-ce pas? Il est le pape, il est l'émissaire de la paix, il est All Might, il est le symbole de la paix. Il va de pays en pays pour prêcher la bonne parole et pour unir les peuples. Et durant son périple, Harald se heurte à une réalité qui est pourtant une pratique très courante du gouvernement mondial. On sait très bien que le gouvernement mondial considère les territoires qui ne sont pas affiliés à son autorité et à sa juridiction comme des zones de non-droit. Et donc, le gouvernement mondial peut faire usage à sa guise de tout ce qui se trouve sur ces territoires-là, que ce soit les personnes ou par exemple les ressources. Limite, le gouvernement mondial considère les gens qui vivent dans ces zones de non-droit comme des barbares et comme des insectes. Évidemment, quand Harald voit ça, il ne peut s'empêcher de se rebeller et de dire que oui, c'est pas juste, etc. Mais on le remet vite à sa place, on lui dit déjà, bon monsieur, déjà, personne n'antagonise le gouvernement mondial, donc tu restes à ta place. Et en plus, tu veux intégrer notre cercle très fermé, donc tu as intérêt à bien te comporter. Tu as intérêt à être un bon nègre de maison. Sinon, les Nations Unies, le gouvernement mondial ne fera jamais de ta nation une nation membre. Harald essaie de négocier, de plaidoyer, il dit non, franchement, voici des gens qui m'ont aidé quand mon peuple traversait la famine et l'adversité. Et je leur suis redevable, donc je dois leur sauver la vie. Il décide de défier l'autorité des Nations Unies, du gouvernement mondial et de sauver le peuple. Et évidemment que ça ne passe pas et les médias commencent à le dépeindre comme un TE2RORiste. Et le pire, c'est qu'après ça, Harald a encore foi au système. Il croit encore au gouvernement mondial. Il pense encore que le système peut être changé de l'intérieur. Parce que dans sa discussion avec Rox, il est là à dire « Ah non, mais franchement, parmi les marines, il y a des gens bien, il y a des gens qui veulent sauver des vies, il y en a qui s'efforcent de faire le bien. » Mais frérot, qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi cette naïveté? C'est quoi ce gandhisme-là? Qu'est-ce qu'il faut que le gouvernement mondial fasse pour que tu comprennes qu'on ne pactise pas avec le diable? Le gouvernement mondial est corrompu jusqu'à la moelle et ne peut être changé de l'intérieur. Le seul moyen d'amener une paix durable dans le monde, comme disait Nagato, c'est de complètement renverser le régime et le système qui est déjà en place. Et le pire, c'est qu'il a les moyens pour le faire. Il est le roi d'Elbaf et il est ami avec Rox. Donc il a le pouvoir politique et militaire pour possiblement renverser le gouvernement mondial. Mais qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire la paix, il veut faire l'alliance. Il veut faire la France-Afrique. Il veut marcher main dans la main avec le colon. Et Harald, ressaisis-toi. Durant leur conversation, Harald et Rox mentionnent Garp. Donc ça signifie que Garp connaît Harald et il connaît Rox. Donc je me demande si ça aura un impact. Je me demande si un jour Garp parlera du fait qu'il a connu Harald et qu'il a connu Rox. Et il parle du fait que même si Garp est un marine, il n'en fait qu'à sa tête et il passe son temps à défier l'autorité. Et qu'il aurait dû être un pirate en fait parce qu'il a l'âme d'un pirate. Et en parlant de Garp, on voit donc sur Marineford où on est témoin d'une discussion entre le vice-amiral Garp, le vice-amiral Sengoku et le vice-amiral Tsuru et l'amiral Kong. Et les vice-amiraux sont clairement en faveur d'une intégration et d'un recrutement des géants dans le gouvernement mondial, notamment dans la marine. Parce qu'ils savent à quel point les géants sont forts, les géants sont puissants. Et les géants peuvent aider le gouvernement mondial à consolider sa puissance et son pouvoir. Et de l'autre côté, tu as Kong qui relaie un peu le sentiment des hauts placés du gouvernement mondial, qui ont peur des géants, qui considèrent que les géants sont dangereux et qui considèrent que les géants ne doivent pas se mélanger avec les humains. Donc là, on voit clairement que même s'il y a entre guillemets une négociation de la part d'Harald de vouloir intégrer Elbaf et les géants au gouvernement mondial, les membres du gouvernement mondial sont très réticents à l'idée de les intégrer. On se demande si cette supposée volonté, cette considération que le gouvernement mondial accorde à Harald de vouloir lui permettre d'intégrer le gouvernement mondial, est-ce que c'est sincère ou est-ce qu'ils essaient juste de l'utiliser? Parce qu'à la fin du chapitre, on verra bien qu'ils vont lui proposer un marché et ils vont lui dire ok, si tu veux nous rejoindre, voici ce que tu dois faire. Donc est-ce que depuis le début, le gouvernement mondial n'essaie pas de profiter de la naïveté d'Harald pour le manipuler et lui faire leur sale besogne? Et il semble qu'Harald, dans toute sa naïveté, n'y voit que du feu. C'est fou. On passe ensuite aux aventures de Shaki qui a pris sa retraite anticipée alors qu'elle était encore à son pic, comme Michael Jordan. Et tu vois les pirates à travers le monde qui sont tristes et qui pleurent. Certains qui te disent, mais moi je suis devenu pirate juste dans l'espoir de rencontrer Shaki un jour.
Moi, j'ai pris le large dans l'espoir d'être un jour l'ombre de Shaki et maintenant elle prend sa retraite. La piraterie est en deuil à l'annonce de cette décision. Sauf qu'à la grande surprise de tout le monde, Shaki décide de déposer ses bagages sur la ruche. Oui, vous avez bien compris. Cette femme qui est la femme la plus belle du monde, elle aurait pu aller n'importe où. Mais elle a décidé d'aller s'enterrer dans l'endroit le plus malfamé sur Terre, prétextant le fait que le gouvernement mondial ne viendra jamais la poursuivre là-bas. Ce qui est un argument qui s'entend, mais quand même, Shaki, quand même, tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que ça. On ne donne pas du caviar à des porcs. Hein? Tu mérites mieux que ça, Shaki. En tout cas, dès son arrivée, Shaki a un impact immédiat positif parce que tout le monde est à ses pieds, tout le monde veut lui plaire, tout le monde est à sa disposition, tout ce qu'elle veut, on lui donne, tous ses souhaits sont exaucés, toutes ses doléances se matérialisent instantanément. Et elle commence même les affaires, elle ouvre son propre bar. Et le bar a un tel succès qu'il faut plus d'1 mois pour entrer. La liste d'attente est si longue qu'il faut patienter plus d'1 mois pour pouvoir voir la beauté légendaire. Quand on vous dit que Shaki était instoppable, elle était inarrêtable, elle était injouable à son prime, voici de quoi on parle. Shaki à son prime, c'était 40 points, 20 rebonds, 20 passes décisives et 10 blocs par match. Et ça augmentait pendant les playoffs, s'il vous plaît. Mettez du respect sur Shaquille O'Neal et mettez du respect sur Ray Lee. Ray Lee a réussi à séduire une femme que même le roi des pirates n'a pas réussi à séduire. Après, pourquoi est-ce qu'elle a pris sa retraite? Ça n'a pas encore été dit. J'espère que ce sera dit éventuellement. Elle n'a pas l'air d'être tombée amoureuse, donc je ne pense pas que ce soit une peine de cœur. J'aimerais bien qu'on nous explique qu'est-ce qui a poussé Shaki à aller à la retraite. Shaki est d'une telle beauté que même les membres de l'équipage de Rox, oui, même Rox, même Barbe Blanche, tombent sur son charme. Après, j'ai pas vu Kaido. J'aurais bien voulu voir Kaido avec les cœurs dans les yeux. J'aurais bien voulu voir si Kaido lui était sensible au charme de Shaki. Le chapitre se termine sur une réunion du Gorosei, réunion qui porte sur la candidature d'Elbaf par rapport à une possible intégration au gouvernement mondial. Et on découvre que le gouvernement mondial est prêt à faire alliance avec Elbaf à une condition. Si Harald accepte de tuer Rox. Je ne pense pas. D'autant plus qu'on sait que Rox sera anéanti par Roger et Garp. Après, peut-être qu'ils ont été aidés par les géants. Mais j'en doute parce qu'en plus, Elbaf n'est pas devenue une nation membre. Donc ça signifie que Harald n'a pas obéi. Quelles ont été les conséquences pour Elbaf lorsque Harald a décidé de désobéir? Sachant qu'il avait déjà défié le gouvernement mondial une fois à Enishi et qu'il s'était fait incendier par les médias. On refusait une deuxième fois la main tendue du gouvernement mondial. Je suis sûr que Imsama n'a pas apprécié. Donc est-ce que ça a contribué à ce que le gouvernement mondial veuille l'éliminer? Question. Et comment Rox a-t-il réagi quand il a appris que le gouvernement mondial voulait envoyer son meilleur ami pour l'exécuter? Autant de questions que je me pose et j'espère que Oda y répondra dans les chapitres à venir. Voilà tout ce que j'avais à dire. Encore une fois, le chapitre de cette semaine était une masterclass. Franchement, Oda nous regarde en ce moment. Si vous êtes resté jusqu'ici, n'hésitez pas à laisser un commentaire, me dire ce que vous pensez. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la review. J'espère que vous avez apprécié. On se reverra dans une prochaine vidéo et jusqu'alors, portez-vous bien. Peace.